Bonjour à tous les amis, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début d'année 2024 car je vous emmène avec moi rencontrer les 5 agriculteurs bénéficiaires de la cagnotte des agri-youtubeurs du cœur. Alors en effet, hier je me suis rendu dans le département du Pas-de-Calais, un des départements les plus touchés de France par les inondations, et ça continuait encore il y a 48 heures, où de nombreux agriculteurs et particuliers et entrepreneurs ont été touchés par ces inondations. On a décidé il y a quelques mois, avec des partenaires sans qui rien n'aurait été possible, des partenaires agriculteurs qui ont aussi des outils de communication que sont des chaînes YouTube ou des chaînes Instagram, comme Gilles VK, agriculteur du Loiret, Thierry, agriculteur d'aujourd'hui qu'on ne présente plus, Greg, l'atelier agricole, Guillaume, éleveur de brebis, Gaël Blard de la ferme du Colombier, Vincent Buard, cultivateur passionné, et Jean-Baptiste, notre spécialiste Instagram avec sa chaîne Sous l'Hangar. Sans eux, honnêtement, cette initiative n'aurait pas eu la portée qu'elle a pu avoir. Et grâce à vous, grâce à votre participation, je suis donc parti en mission hier toute la journée pour rencontrer ces 5 agriculteurs. Alors ça a été une journée pour moi très intense, très passionnante, humainement extrêmement intéressante, avec beaucoup d'atomes crochus, avec ces 5 éleveurs que je vais vous présenter dans plusieurs vidéos, car ce n'est pas une vidéo que je vous propose, pas 2 vidéos, mais 3 vidéos sur ces sujets. Alors je vous explique tout de suite pourquoi. Pourquoi? Parce que les dégâts m'ont réellement impressionné, m'ont pour tout dire un peu choqué. On voit ce type de dégâts même avec des pluviométries très inférieures à ces 600 mm qu'ils ont à peu près tous reçus dans la région. Mais il me semblait utile par rapport à la vocation de cette chaîne de refaire un lien tout de suite avec le sol, avec ce que l'on pourrait faire, avec les différentes pratiques, avec des constats et des observations comme toujours. Donc ça me semblait utile de répartir cela sur plusieurs vidéos. Et vous allez voir, le témoignage des agriculteurs est très instructif, très intéressant, très passionnant. Ce sont des indépendants, vous allez le voir tout de suite. Ils sont investis dans leur métier, passionnés. Donc, dans cette première vidéo, je vous propose d'aller rencontrer Olivier et Thomas, qui sont les 2 agriculteurs, pour tout dire, les 2 éleveurs les plus touchés. Ils sont passés plusieurs fois à la télévision. Vous avez tous en tête les images de ces vaches en train de surnager dans des stabules inondées avec plus d'1,80 m d'eau. Alors, c'est parti dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, surtout, on y va. Alors le jour se lève les amis et je suis à 1 heure du Pas-de-Calais qui est en vigilance rouge aujourd'hui avant le retour du froid pour la fin de semaine, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Alors je vais rencontrer normalement Olivier en premier, hein, donc d'ailleurs je vais l'avertir que j'arrive bientôt et puis je vous tiens informé, on y va. C'est la Canche les amis. Se rend directement à la mer. Je suis sur place donc je vais aller retrouver Olivier. Voilà le paysage qui est décrit comme de grandes plaines, sans haies, sans arbres, ce qui n'est pas du tout le cas hein, en réalité. Voilà, et là c'est dans les villages du fond qu'il y a eu le plus d'inondations, où je vais me rendre tout de suite. Donc là j'approche de la ferme d'Olivier, et plus j'approche, et plus ça ressemble à un paysage inondé, et surtout avec des routes barrées, beaucoup de protection autour des maisons. On voit que tout le monde se tient encore prêt à faire face aux éventuelles pluviométries. Voilà, donc il y a beaucoup de relief hein. Et donc là on est dans le cœur de la vallée. Allez on y va. Donc là j'arrive à la ferme d'Olivier. Donc je vais aller à sa rencontre et vous le présenter. Allez, on va voir si Olivier est là. Alors bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter justement pour me dire un petit peu de ton exploitation rapidement? Bah moi Olivier, j'ai 120 hectares et 350 taurillons à l'année. Exploitation individuelle, sans main d'œuvre, donc fortement impacté à 95% sur le site le 6, le 7 et le 10 novembre. Et le dimanche qui a suivi, le 12 novembre aussi avec les sources. Donc maintenant on commence à nettoyer et on va reconstruire voilà.
tout parti comme on peut, quoi. D'accord. Donc compliqué, quoi. Compliqué. Avec une hauteur d'eau, là, justement. Ouais, on est monté voilà, ici à 80 dans les couloirs, qui correspond à 1,60 m dans le bâtiment, quoi. Ah ouais. Avec les animaux présents. Celui-ci est vide pour le moment. On va faire des travaux dès que la météo sera meilleure Ouais. pour remettre les animaux. Donc là, normalement, tu as combien d'animaux habituellement à cette époque? Il y en a 120 en plus ici. Ah oui, d'accord. Là, on les a mis dans les granges. D'accord. Je te ferai voir, on les refait à la brouette, comme il y a 50 ans. Ouais, À la ok. petite brouette, et puis bon. Alors, tu me disais que ça avait déjà été inondé. En 1923, il y a D'accord. 100 ans. D'accord. Il y a 100 ans, il y a eu une crue, une inondation ici dans le village, il y a 100 ans. Ok. Nous, on a déjà connu des petites, mais ça a duré une journée, quoi. On ça. a déjà connu il y a 10 ans une petite inondation, mais c'était pas... Aujourd'hui, il y a 100 ans, il y a eu ça, mais bon, on n'a pas plus d'infos, quoi. Aujourd'hui, Alors, moi, j'ai vu en venant qu'au lieu d'arriver dans une plaine céréalière, j'étais plutôt dans une vallée. Donc, pour toi, l'origine de ces inondations, à part évidemment une pluviométrie assez exceptionnelle, hein, c'est quoi, 600 mm que vous avez 600 pris? mm, on a pris Ouais. 600 mm. L'origine, ici, on a tous les bassins versants, on a 1600 hectares qui arrivent en amont. D'accord. Tout le monde a les dossiers. Ça fait 10-20 ans qu'ils ont tous les dossiers. Il n'y a rien qui a bougé. D'accord. On est en limite à 2 km, en limite de communauté de communes d'Aglo de Boulogne, ici D'accord. de Berck, Ok. Berck-Montreuil. Donc aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Ok. Personne ne fait rien. Donc, il y a un lien quoi avec les pratiques agricoles, un lien avec les infrastructures? Comment tu vois ça? Pratique agricole en partie. Oui. On a plusieurs exploitations en amont aussi, il n'y a plus d'élevage. D'accord. Plus d'élevage, plus de matière organique. Donc aujourd'hui, la terre s'en va. Toute la Ouais. terre végétale est partie et ça, D'accord. ça retient plus l'eau. Il faut faire des bassins, mais en amont. Et il faut porter des bassines, mais pas un peu, beaucoup. Si Ouais. tout le monde fait un peu, on y arrivera. Mais il faut que tout le monde fasse un peu. Oui, c'est ça. Et c'est pas celui qui est en bas qui peut tout faire. Et est-ce qu'à ton avis, tu te sens à l'abri là pour tout le printemps jusqu'à l'été au niveau de l'eau? Ou est-ce que tu peux être dans le sens inverse, manquer d'eau malgré tout, après avoir été inondé? Est-ce que c'est... Je pense qu'on va. Je pense, tu vois, je pense. Je suis pas, j'ai 49 ans, mais je pense que oui. On risque d'arriver au mois de mai-juin et de dire on n'a plus d'eau. Aujourd'hui, les nappes, elles sont explosées, ils pompent de l'eau. En amont, il y a un forage. À 1 km, il y a un forage d'eau potable. Aujourd'hui, il est exploité, ils tirent de l'eau à fond, ils renvoient même l'eau à la mer parce qu'ils ont trop d'eau. Oui. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'au mois de juin, on aura peut-être une sécheresse. Ouais, c'est ça. C'est un peu le risque dans beaucoup de régions d'ailleurs, hein. C'est le risque qu'on va avoir, quoi. Ok. Est-ce que tu as des choses à nous faire passer comme message? Un grand merci. Un grand merci. Parce qu'on a eu du soutien localement. J'ai eu du soutien familial. Mon frère et ma sœur avec leurs enfants qui m'ont aidé. D'accord. H24 pendant 7 jours. C'est important. Et mes enfants, ma femme et mes enfants. Et ton fils que j'ai vu tout à Mon l'heure. fils que tu as vu, donc là, ils étaient là présents. Donc on a fait 6 nuits dans le bâtiment. C'est dur. Moralement, c'est dur. Étonne. On a pris des coups. Mais bon, comme on dit, moi je réponds tout le temps, on est des guerriers. Donc un guerrier, il se relève tout le temps. Il prend des coups, il se relève. On a fait des digues. On a fait des digues en urgence le samedi matin. On s'est secoué. On a pris des big bags, du sable. On a fait venir des grues, des copains. On a appelé les entrepreneurs et on a dit allez hop, il faut y aller. C'était samedi 11 novembre. Il fallait les trouver. Ça, Déjà, c'est c'est sûr. pas évident. Donc un à 2 km qui est venu, un à 5 km qui est venu. Et il fallait trouver du sable et des big bags. Et on s'est débrouillé, on a fait une digue. Ça tient, ça protège l'exploitation. Maintenant, il va falloir refaire d'autres travaux pour que ça dure dans le temps, pour se protéger. Parce que si on attend pour les politiques, C'est ça. en 10 ans, il n'y aura rien de fait. Et les travaux, J'espère tu qu'ils vont faire. m'expliquais. Ouais, Et les ouais. travaux à refaire dans le bâtiment pour rentrer les animaux. Et donc les politiques justement sont venus. Il y a eu. Ils sont quoi? venus, ils Ouais. sont venus. Ils sont D'accord. venus. Et sont ils venus, reviennent ont- aujourd'hui a priori, hein, c'est ça? Ils reviennent dans le D'accord. secteur aujourd'hui D'accord. sur Montreuil pour voir les autres secteurs. Aujourd'hui, nous, on a été protégés parce qu'on a fait des digues provisoires, mais ça nous protège. Ok. En espérant qu'après, voilà. Hier, on a eu 40 mm sur la nuit, on n'a pas été inondé. L'eau est rentrée dans la pâture, c'était un lac hier matin à 4 heures. Le problème, c'est que le lac, il se vide et il s'infiltre par les sources. D'accord. Mais bon, après, ça va quand même, on tient le coup. Il y a encore de l'eau dans les couloirs, tu l'as vu en arrivant. Ouais, c'est ça. Les couloirs sont encore à l'eau. On va encore travailler dans les bottes jusqu'au mois d'avril ici dans les couloirs. D'accord. Tant que la source s'arrête, Jusqu'à avril. Ouais. Oh, je pense que oui, les couloirs comme ça, oui, D'accord. jusqu'à avril. Ok. Voilà. Bah écoute, on va aller voir ça ensemble, les aspects érosion tous les deux. Tout Et à puis fait, je te pas de problème. remercie. Alors comme vous avez pu le voir, Olivier n'a pas été inondé par un débordement de rivière, mais bien par des eaux qui ne sont pas absorbées par les terrains alentours, liées aux fortes pluviométries, à la répétition de ces pluviométries bien entendu, mais pas que. Et c'est ce qu'il voulait me montrer en m'emmenant avec lui. Donc on est allé voir un chemin qui a carrément été coupé par un effondrement de terrain, donc on va s'interroger sur l'origine de cet effondrement de terrain. Il va m'emmener voir aussi son hangar agricole récent qu'il a construit sur une hauteur qui n'a pas été touchée, où il y stocke sa paille notamment. Mais ces boules d'enrubanage ont, elles,
entrepris une flottaison sur plusieurs kilomètres pour certaines d'entre elles, qu'il a retrouvées à plus de 2 km de sa ferme. On va s'arrêter voir le forage de la commune, avec toutes ces questions que l'on peut se poser lorsque l'on voit ce qui s'est passé là récemment, et qui peut conduire à beaucoup d'interrogations, et on regardera aussi quelques infrastructures de manière assez rapide. Voilà, donc vous verrez qu'à certains endroits, il y a des busages de plus d'1 mètre de diamètre qui n'ont pas suffi du tout à l'évacuation. On voit des fossés quasiment absents ou qui aujourd'hui n'existent plus et ont été complètement ensevelis. Et puis on est monté sur des hauteurs, je n'ai pas filmé ça, mais voir une ferme notamment céréalière qui n'a aucune bande enherbée le long des fossés, rien du tout. On se demande d'ailleurs comment c'est possible et des couverts développés comme ça qui ont été faits au dernier moment pour des raisons réglementaires. Et évidemment, cet agriculteur qui n'est entre guillemets que producteur de céréales, situé sur les hauteurs, n'a pas eu lui de dégâts sur sa ferme, mais on a bien l'observation qu'il y a eu des conséquences en aval, et ça c'est quand même toujours à la fois instructif et ça demande quand même une réflexion globale pour ne plus que ça arrive. Alors on est parti. Pâture, hein. Bah, c'est la pâture du voisin que tu as vu, tu vois, ça va dans la pâture. Hein. Incroyable. Et tu vois, il va loin, hein. Il va 10 mètres là-bas, regarde dans la pâture comment il va. Il y a des marnières, tu penses, par ici? Vous avez vu ça? Ouais, comme dans notre région. Ouais. L'eau, elle coule de la source. Ouais. Puis on voit les silex et tout, et c'est des terres à ça. On peut avoir une marnière en dessous. Ouais. Oh, dis donc. J'ai jamais vu ça, moi. On va commencer à tomber. Et pourtant sur une hauteur. Hein. Sur une hauteur, hein. J'ai mis du maïs, mais c'est pas grave. Au mois de mai, c'est du bon terrain, ici, c'est du jardin. Ça, c'est pas grave, il n'y a pas de perte. Sauf aussi tout ce qui a coulé, si tu veux. Ce que j'ai récupéré, c'est mes pâtures. Les dégâts sur les infrastructures sont impressionnants. Donc on voit des semis de couverts qui ont malgré tout été ravinés. Et surtout, chose très intéressante, là-bas c'est un forage d'eau potable qui n'a jamais eu les protections utiles et nécessaires puisque personne n'a souhaité faire les travaux. Et pendant ce temps-là, les agriculteurs tout autour ont des contraintes environnementales pour les aspects nitrates, etc. Alors que là, tout est carrément parti. Et que la source est sur le passage. Et ça a continué son chemin jusqu'au village. Alors comme vous avez pu le voir, hein, Olivier est quelqu'un de très indépendant, d'autonome, un battant, quelqu'un qui fonce avec des enfants éduqués de la même manière. On a eu beaucoup d'atomes crochus, c'est forcément quelqu'un avec qui je resterai en contact. On a eu aussi beaucoup d'échanges en off, mais ça je vous en ferai part un peu plus dans les vidéos suivantes. Alors là maintenant je vous propose d'aller rencontrer Thomas qui est un jeune agriculteur installé depuis 2017 seulement. Et vous avez tous en tête l'image de ces vaches laitières qui avaient de l'eau jusqu'en haut des épaules, qu'il a dû évacuer plusieurs fois, il a même dû recommencer ces jours derniers. Donc je vais le laisser se présenter et vous allez voir, c'est quelqu'un de très très gentil. Alors Thomas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton exploitation et puis ensuite on verra ce qui t'est arrivé. Donc je m'appelle Thomas Candal, j'ai 33 ans. Je suis agriculteur et éleveur depuis 2017. Donc j'ai repris l'exploitation de mes parents à ce moment-là. Donc mes parents sont partis à la retraite depuis lors, mais ils m'aident encore au quotidien. Et j'ai aussi un salarié. Donc au niveau de la structure de l'exploitation, j'ai 140 hectares de SAU. Donc avec essentiellement du blé, des betteraves, du maïs, de l'orge et du colza. Et donc un troupeau de 50 vaches laitières. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui t'est arrivé à partir du mois de novembre? C'est là qu'ont commencé les premières pluviométries très importantes. C'est ça, on a connu plusieurs crues successives. La première ayant eu lieu le 6 novembre. Donc avec à chaque fois de l'eau qui monte de manière assez rapide dans les bâtiments, qui submerge tout. Alors donc ça vient de rivières, ça vient de quoi? C'est ça, on a une rivière qui passe à proximité de la ferme. D'accord. Donc on est ici sur une altitude assez basse, à 8 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, et on a aussi un phénomène de fond de vallée. On se situe dans le fond de la vallée, ce qui fait qu'on récupère toutes les eaux qui tombent sur les communes en amont. D'accord. Et donc c'est pour ça que les crues sont aussi importantes sur le village. Donc toi, c'est bien une crue de rivière, c'est pas comme tout à l'heure chez Olivier où c'était davantage de la ravine extérieure. Systématiquement, c'est la rivière qui a inondé mes bâtiments. D'accord. Et c'est quoi le nom de la rivière? La Dordogne. D'accord, ok.
Et alors, tu as dû évacuer tes animaux, c'est ça? C'est ça. J'ai évacué par 2 fois une cinquantaine d'animaux. Donc les élèves, les génisses, les bœufs. J'ai gardé sur la ferme les bêtes les plus jeunes parce que bon, c'est les bêtes les plus vulnérables et je voulais les garder malgré tout sous la main. Donc j'ai dû improviser des étables hein, donc dans des endroits qui n'étaient pas du tout destinés à ça à la base. Et les vaches laitières sont également restées. J'ai toujours voulu assurer le service minimum au niveau des traites. D'accord, ok. Le micro peut-être plus près de la bouche, que je vois que ça ne va pas suffire. D'accord. Parce qu'avec le vent. Comme ça? Ouais, ou tu le sors carrément, puis si tu veux le tenir à ta main, voilà, je t'entendrai mieux. Et là, récemment, il a replu à nouveau? Donc oui, il a plu à nouveau beaucoup à partir du 29 décembre. D'accord. Donc on a eu 6 journées consécutives avec au minimum 30 mm par jour. Donc je ne fais pas de dessin hein, sur des sols qui étaient déjà à la base gorgés d'eau. Okay. C'est devenu de nouveau critique assez rapidement. Et donc le 2 janvier, donc il y a 2 jours, on a de nouveau eu une vague qui a submergé les étables. D'accord. Tu as dû réévacuer des animaux ou... Ouais. Oui, de manière préventive. On savait en consultant régulièrement la météo que des précipitations énormes allaient tomber. Donc on a anticipé. J'ai contacté les personnes qui avaient hébergé mes animaux la première fois pour leur demander s'ils étaient OK pour les héberger à nouveau. Et ce qui fait que le matin du 2, avant que l'eau n'arrive dans les bâtiments, j'ai fait partir les animaux. D'accord. Et je t'avais eu au téléphone, une fois, tu faisais une traite le midi, c'est ça, pour oui, anticiper justement, ce jour-là, l'eau a commencé à gagner les bâtiments vers 15h. La traite de l'après-midi, elle a lieu à 17h. Donc pour justement travailler dans des conditions sereines et pour que les bêtes ne soient pas trop perturbées, on a anticipé la traite, on l'a faite à 13h. Et on a fait la traite suivante à 4h du matin pour conserver un intervalle de 12 heures à peu près entre les 2 traites. D'accord. Et donc là, tu as des conséquences déjà que tu ressens sur tes animaux ou pour l'instant Cette fois-ci, les conséquences, on les observe pas encore. Jusqu'ici, ça se tient plutôt pas mal. J'espère que j'en aurai pas autant que la première fois. Donc les problèmes qu'on a vus, c'était essentiellement des maladies de lait, donc ce qu'on appelle les mammites. Sur les laitières. Beaucoup de problèmes de boiterie dus à l'humidité qui reste présente dans les bâtiments. Ouais. Et des problèmes, des troubles digestifs divers qui étaient multipliés par 2-3 par rapport à une année normale. Pas de soucis pulmonaires ou de choses particulières? Il fallait être vigilant. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu diagnostiquerais par rapport à ce phénomène-là? Est-ce que tu penses que ça peut se reproduire de la même manière? Est-ce que tu voudrais qu'il y ait des choses qui soient faites pour améliorer? Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Ouais. Comme quoi, par exemple? Dans les campagnes, de créer des bassins de rétention, d'une part sur les communes qui se trouvent en amont. Un meilleur entretien, je pense aussi des haies, des fascines. D'accord. Un meilleur curage des rivières, du cours d'eau, qui passe chez nous notamment, qui est dans un état déplorable. D'accord. Il y a énormément de choses qui sont à faire. On sait tous ce qu'il faut faire en plus. C'est ça qui est frustrant parce que on a été inondé 3 fois, on a connu 3 inondations majeures depuis 10 ans. D'accord. Et les problèmes ont été identifiés dès 2012. Et on n'a pas l'impression que depuis 2012, les choses aient réellement bougé. Et c'est ça qu'on trouve dommage en fait. Et ta famille qui est là depuis longtemps a déjà vécu des inondations historiques? Mon père a pris sa retraite en 2017 et il a connu la première inondation majeure en 2012 et auparavant, il n'en avait pas connu. Il avait connu des montées des eaux dans la pâture autour des bâtiments, mais ça n'avait jamais gagné les étables. D'accord. Olivier me parlait dans le village d'à côté d'une crue en 1932. Qui aurait fait quelques morts d'ailleurs même, ça avait été sûrement quelque chose de très important. Certainement, j'en ai pas connaissance, mais oui, j'imagine que par le passé ça a dû arriver malgré tout. C'est ça. Voilà. Alors est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou particulier à communiquer? Puisque profites-en, on est nombreux à pouvoir entendre ce message s'il y en a un. Ne serait-ce que l'initiative que vous menez, je la trouve vraiment admirable parce que ça fait vraiment plaisir de se sentir appuyé au quotidien quand on est sinistré. Et se rendre compte qu'il y a autant de personnes qui pensent à nous, qui ne sont même pas de notre région, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est vraiment le message que je peux vous transmettre. Eh bien merci Thomas, c'est très gentil. Merci à vous. Alors on arrive à la conclusion de cette première vidéo.
Comme vous avez pu le voir, ces deux agriculteurs, et comme les suivants d'ailleurs, sont très investis dans leur entreprise. C'est presque une question de survie aujourd'hui, hein, de faire ce qu'il y a à faire. Donc à court terme, de toute façon, ils ne peuvent pas compter sur grand monde. On va les aider, ils en sont tous très reconnaissants, mais c'est une petite participation, bien entendu, aux grands enjeux qui les attendent. Alors concernant Olivier, lui, ça va carrément être de protéger sa ferme avec des digues et un mur, soutenu par un merlon derrière pour lutter contre la pression de l'eau. Donc vous voyez, des gros travaux. C'est de bétonner une grosse partie de la ferme avec beaucoup de cailloux drainants en dessous et même des drains pour jeter au fossé l'eau maximum qui aura tendance à remonter. C'est sur la stabulation. Il a un puits déjà d'évacuation assez proche de la stabulation, c'est de refaire un décaissement de la stabulation pour justement reprotéger la stabule avec plus de drainage, plus d'évacuation du dessous de la stabule. Donc vous voyez, c'est des travaux très très coûteux. Il va réinvestir, il me parlait au minimum de 100 à 150 000 euros qu'il va devoir emprunter, bien entendu. Pour ce qui est de Thomas, c'est encore plus intense puisque c'est un jeune agriculteur. Son papa a 70 ans, son père avec qui j'ai échangé aussi, est consterné de voir ce que son fils doit subir, sa maman aussi bien entendu. Donc tous les deux en retraite, Thomas se retrouve avec un outil risqué. Donc son challenge aujourd'hui, ça va être de déplacer son outil de production sur des hauteurs pour que ces animaux n'aient plus à subir ce qu'ils ont vécu. On sent que Thomas est très impacté, très touché. Le fait d'avoir beaucoup d'aide extérieure, de gens qui sont venus aussi l'aider, de sa famille et autres, lui change un peu les idées, mais on sent qu'il avait un gros poids sur les épaules. Son papa a beaucoup de mal à dormir et c'est logique. À son âge, on peut tous se sentir très concernés et ne pas comprendre pourquoi on en est arrivé là. Alors il est aussi très remonté sur tout ce qu'il a pu entendre de promesses dans des réunions, etc. et que rien ne se fasse année après année. Alors justement, dans la deuxième vidéo, je vous propose de rencontrer un autre agriculteur qui s'appelle Maxime. Il est éleveur de brebis, il est aussi maire de son village et vous allez voir, son témoignage à lui seul suffit à la deuxième vidéo. Et derrière, on ira aussi observer dans les champs qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi on en est arrivé là. Alors les amis, si cette vidéo vous a intéressé, pensez à la liker, pensez surtout à la partager et pensez à regarder les autres vidéos qui vont aller ensemble, comme toujours. Dans un puzzle, c'est très important et vous le savez, je n'y reviens pas. Merci à tous en tout cas et on continue la mission dans la deuxième vidéo et je vous dis à très bientôt.